Les conclusions de la Chambre de première instance. Du 24 septembre au 16 octobre 1992, puis du 27 décembre 1992 au 20 mars 1993, un certain nombre de Serbes ont été capturés par les combattants musulmans de Bosnie et détenus au poste de police de Srebrenica, dont nous allons vous montrer des photographies. Et de même que, pour la deuxième période, dans un bâtiment situé derrière les locaux de la municipalité de Srebrenica et que nous appellerons ici le bâtiment. Et normalement, vous devriez pouvoir voir ce deuxième bâtiment au fond, en arrière-plan de cette photographie. C'est le bâtiment que nous allons dessiner en utilisant le terme de le bâtiment. Si les détenus étaient globalement soumis aux mêmes conditions de vie catastrophiques que la population locale, leur sort a été nettement aggravé par les mauvais traitements que nous allons maintenant décrire. Le 24 septembre 1992, Dragutin Kukic a été fait prisonnier par des combattants musulmans de Bosnie et transféré au poste de police de Srebrenica. Le lendemain, on l'a emmené à la réception de cet édifice et Madame l'huissier va maintenant nous montrer un plan de ce bâtiment. La réception, c'est la pièce que nous voyons en bas à gauche de ce croquis. Le lendemain, donc, on l'a emmené à la réception de cet édifice où il a été roué de coups. En réponse aux invectives lancées par Kukic à l'adresse des maires, des gardes qui le frappaient, l'un d'eux, un certain Kemo Mermetovic, alias Kemo, lui a porté un coup violent au thorax à l'aide d'un rondin. Kukic a immédiatement perdu connaissance et toutes les tentatives faites pour le ranimer ont été vaines. Kemo s'est débarrassé du cadavre de Kukic le lendemain en le jetant dans un bassin de retenue d'eau aux abords de Srebrenica avant de tirer plusieurs coups de feu en direction du corps. Pour les motifs exposés dans le jugement, la Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les circonstances du décès de Dragutin Kukic remplissent les conditions requises pour établir les éléments constitutifs du meurtre. Jakov Djokic, enfermé pendant près de 8 mois dans des conditions épouvantables dans une étable aux alentours de Tserska, Jakov Djokic a été amené à Srebrenica en janvier 1993. Après une brève période de détention au poste de police de Srebrenica, il a été transféré au bâtiment. Dans ces deux endroits, il a été régulièrement soumis à des sévices et à des mauvais traitements à l'aide d'instruments divers, notamment des bâtons et des crosses de fusil. Jakov Djokic a été vu vivant pour la dernière fois le 21 mars 1993. Nous ne disposons d'aucun élément de preuve directe portant sur le décès de Jakov Djokic. Les éléments indiquant que Jakov Djokic a succombé aux blessures provoquées par les coups reçus en détention sont très vagues, sont trop vagues et ne remplissent donc pas les critères requis en matière de preuves. Comme cela est indiqué en détail dans le jugement, la Chambre de première instance ne peut donc conclure avec certitude qu'il a été tué pendant sa détention dans le bâtiment, comme cela est affirmé à l'acte d'accusation. Dragan Ilić, Milisav Milovanovic, Kostadin Popovic et Branko Sekulic ont tous quatre été détenus au poste de police de Srebrenica, ainsi que dans le bâtiment, à partir de décembre 1992 ou de janvier 1993. Ils ont été régulièrement roués de coups et maltraités à l'aide d'instruments divers. Dragan Ilić est décédé à une date non précisée entre le 9 février et le 20 mars 1993. Milisav Milovanovic est mort au début du mois de février 1993 après avoir été apassé à tabac de manière répétée par un jeune homme à qui l'on avait permis de pénétrer dans le bâtiment.
Kostadin Popovic est mort le 6 février 1993 ou vers cette date. Branko Sekulic est décédé le 19 mars 1993 ou vers cette date. Pour les motifs exposés dans le jugement, la Chambre de première instance est convaincue que, dans tous ces cas, les éléments constitutifs du meurtre sont établis. Entre le 24 septembre et le 16 octobre 1992, Nedjeljko Radjic, Zoran Brankovic, Nevenko Bubanj et Veselin Sharac ont été enfermés dans une cellule exiguë au poste de police de Srebrenica. Le 5 octobre 1992, ils y ont été rejoints par Slavoljub Žikić. En plus des interrogatoires, ils ont tous été soumis, pendant leur détention, à des passages à tabac violents et à d'autres sévices, qui ont provoqué des fractures chez certains d'entre eux. Un jour, Kemo a arraché des dents à Nedjeljko Radjic avant de lui uriner dans la bouche sous prétexte de désinfecter ses blessures. C'est surtout la nuit, dans la cellule aussi bien qu'à la réception, qu'étaient infligés les mauvais traitements. De la main ou en présence de Kemo, des dénommés Murky et Belly, et d'autres individus venus de l'extérieur. Slavoljub Žikić a également été brutalisé une fois par Mirzet Halilović, le chef de la police militaire. Invité à décrire ses co-détenus, Žikić a déclaré qu'ils ressemblaient plus à des morts qu'à des personnes encore de ce monde. Tous les prisonniers ont finalement été échangés. Pour les motifs exposés dans le jugement, la Chambre de première instance conclut, d'une part, que les traitements endurés par ces hommes présentent un degré de gravité suffisant pour être constitutifs de traitements cruels, au sens de l'article 3 du statut, et d'autre part, qu'ils ont été infligés avec l'intention délictueuse requise. Du 27 décembre 1992 au 20 mars 1993, Ilija Ivanović, Ratko Nikolić, Rado Pejic, Stanko Mitrović et Mile Trifunović ont été emprisonnés au poste de police de Srebrenica pendant quelques jours avant d'être transférés au bâtiment où ils ont été interrogés et soumis à de graves sévices. C'est ainsi que Ilija Ivanović a été frappé sur tout le corps à l'aide de crosses de fusil, de barres de fer et de battes de baseball et a même reçu plusieurs coups de couteau. Il a eu l'os de la pommette fracturé et a perdu connaissance à de nombreuses reprises. Ratko Nikolić a eu 5 côtes cassées après avoir été piétiné par des individus non identifiés. À l'issue de son séjour à Srebrenica, Rado Pejic ne pesait plus qu'une trentaine de kilos. Les brutalités étaient généralement infligées pendant la nuit, aussi bien par les gardes que par des individus venant de l'extérieur. Il est même arrivé que des combattants musulmans de Bosnie participent aux sévices. Tous ces détenus ont finalement été échangés. Pour les raisons détaillées dans le jugement, la Chambre de première instance conclut d'une part que les traitements subis présentent un niveau de gravité suffisant pour constituer des traitements cruels au sens de l'article 3 du statut et d'autre part qu'ils ont été infligés avec l'intention délictueuse requise. Responsabilité de l'accusé. Nous allons maintenant déterminer si l'accusé Naser Orić est pénalement responsable de ces crimes en tant que supérieur hiérarchique. Ceci étant un résumé, nous n'allons pas entrer dans le détail de l'analyse juridique développée par la Chambre de première instance dans son jugement. Nous nous contenterons d'en mettre en évidence les points essentiels suivants. Comme nous l'avons précédemment déclaré, l'accusé est uniquement mise en cause au titre de sa responsabilité de supérieur hiérarchique sur la base de l'article 7.3 du statut et non pour avoir commis lui-même des meurtres ou des actes constitutifs de traitement cruel. La Chambre de première instance estime que 4 éléments doivent être réunis pour établir la responsabilité pénale d'un supérieur hiérarchique. Premièrement, un acte ou une omission engageant la responsabilité pénale au titre des articles 2 à 5 et 7.1 du statut a été commis par l'auteur principal du fait de ses propres actes ou omissions. Deuxièmement, il existait une relation de subordination entre l'accusé et l'auteur principal de l'infraction. Troisièmement, en tant que supérieur hiérarchique, l'accusé savait ou avait des raisons de savoir qu'un crime allait être commis ou l'avait été. Et quatrièmement,
l'accusé, en tant que supérieur hiérarchique, n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que le crime soit commis ou pour en punir l'auteur. La Chambre de première instance explique en détail dans le jugement que la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique au titre de l'article 7.3 du statut ne se limite pas aux seuls actes positifs de ses subordonnés, mais recouvre également les omissions et la participation de ces derniers.